Everyone has to do Si vous ne savez pas ce que vous consommez, everything they can ne le consommez pas. in order to make sure they are on the right side of history. Consommateur engagé, aujourd'hui, c'est un boulot à plein temps. 84% de coton de la Chine, elles viennent de la région ouïghour. Posez-vous la question de savoir ce qu'il y a dans les vêtements. La fast fashion, c'est un vieux nuggets pourri. C'est nous qui dessinons aussi le monde de demain. There's another way of living on this planet. Change your minds, you guys. Bienvenue dans Nouveau Modèle, le podcast sur la mode responsable et engagée. Je suis Chloé Cohen, je suis journaliste et vous écoutez la nouvelle série Elles font la mode. Vous êtes-vous déjà demandé comment le t-shirt que vous portez a été fabriqué ? Non mais je veux dire, vraiment fabriqué. Pas seulement dans quel pays et dans quelles conditions, mais qui est l'agricultrice ou l'agriculteur qui a récolté la matière première ? Qui est là ou le modéliste ? La teinturière ou le teinturier ? Comment fonctionne l'usine dans laquelle il a été confectionné ? Dans cette série, Elles font la mode, j'ai décidé de partir à la rencontre de celles que l'on ne voit pas, de ces femmes qui œuvrent dans l'ombre à la fabrication de nos vêtements, loin des visages d'Instagram. Elles sont agricultrices, modélistes, teinturières, travaillent dans la confection ou dans les usines de fabrication et elles font la mode. Pour le 5e et dernier épisode de cette série, je reçois Karine Renouille-Tiberghien, qui co-dirige les manufactures de layettes et tricots. Elle fait partie de ces personnes qui ont des engagements chevillés au corps, car elle s'est donné la mission de prouver qu'on pouvait tricoter, produire et confectionner des vêtements 100% en France. Son parcours est semé de reprises d'usines, des usines qui fermaient leurs portes, car la vague de délocalisation et de perte de savoir-faire qui a frappé et qui frappe la France est d'une violence sans précédent. Mais pas question pour cette militante du Made in France de baisser les bras. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Karine. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir chez vous pour cet enregistrement. Alors, je me suis dit pour une première question, peut-être qu'on peut remonter en arrière et savoir pourquoi vous avez décidé de vous intéresser au textile. Qu'est-ce qui a fait ? Parce que je crois que c'est un peu une histoire de famille, me semble, mais vous allez nous raconter un petit peu mieux que ça, pourquoi le textile ? Alors pourquoi le textile ? J'étais vraiment, je pense pas du tout prédestinée il y a 6-7 ans à reprendre une entreprise de textile. En fait, ma famille est dans le textile, je pense, depuis le Moyen-Âge où, à cette époque-là, je crois qu'on fournissait de la laine aux tisserands dans le nord de la France qu'on récoltait pour aller vendre ensuite sur le marché. Okay. Donc c'était un peu notre métier. Et puis plus tard, au moment de la révolution industrielle, les Tiberghiens ont monté des très grosses usines de textile et mon grand-père avait une filature, mais aussi du tissage et du tricotage dans le nord de la France. Il dirigeait Tiberghien Frères, qui a fait faillite au début de la mondialisation, au milieu des années 70. Donc une faillite assez rapide. En fait, ça a été les choses se sont passées en moins de 10 ans, je dirais. Enfin, okay. Donc une crise qui a touché le textile, qui a été d'une violence rare, qui a transformé le paysage du nord de la France, où à Lille, Roubaix-Tourcoing, vous aviez toutes ces usines avec les cheminées et qui, en 10 ans, ont toutes fermé les unes après les autres. Donc voilà, donc pour moi le textile c'était quelque chose dont ma famille était extrêmement fière, parce que ça rend très fier de fabriquer, quelle que soit la chose qu'on fabrique. Je pense qu'on est très fiers. Donc on voit le résultat, quoi. Voilà, fabriquer un fil, fabriquer un drap de laine, fabriquer un vêtement, tricoter, tout ça, ça rend extrêmement fier. Et c'est vrai que mon grand-père était la 5e génération à diriger Tiberghien Frères. Mais du coup, il y a eu aussi la fin. Enfin, pour moi, c'était aussi la fin d'une histoire qui avait été violente pour mon grand-père, moins violente pour moi, parce que j'avais quelques années à cette époque-là, et puis on a fait autre chose. Enfin voilà, mon grand-père partait à la retraite, mon père était médecin, et puis moi j'étais à l'école. Donc voilà, c'était un fait. C'était la fin du textile en France. La mondialisation était en place. En France, on ferait plus de textile. En France, on allait faire d'autres choses, plutôt de la technologie. Et puis le textile serait fait ailleurs dans le monde. Donc pour moi, c'était une évolution du monde que j'avais pas accepté ou pas accepté, que je constatais. Ouais.
Voilà. Donc du coup, à aucun moment dans ma carrière, que ça soit au moment où j'ai commencé mes études, au moment où je les ai finies, ou dans ma carrière, je me suis dit tiens, pourquoi pas faire du textile, puisque c'était plus, il y avait plus. C'était plus d'actualité, non, quoi. Voilà. Ouais. Ok. Voilà. Donc non, j'étais vraiment pas prédestinée à faire du textile. Et puis, quand j'ai eu 45 ans, je travaillais pour une entreprise qui était dans les médias, dans l'édition et dans la presse. Et j'ai eu envie... Alors, je travaillais pour la holding et je travaillais en audit de post-acquisition. Et il y a eu un moment où je me suis dit, j'en ai un petit peu assez de donner des conseils à des gens pour reprendre des boîtes. Parce que, voilà, j'ai un peu envie de faire moi-même et de reprendre une entreprise. Et donc, je me suis mise à la recherche d'une entreprise à reprendre. Et la seule chose que je voulais faire à l'époque, c'était fabriquer quelque chose. J'avais envie de fabriquer un truc, puis un truc pas très compliqué, parce que moi j'ai fait une école de commerce, j'ai pas fait une école d'ingénieur, donc je suis pas très douée de mes mains. Donc il fallait un truc un peu simple dans le processus de fabrication, qui soit pas trop compliqué. Et du coup, ça resserrait quand même le champ des possibles dans les entreprises à reprendre. Et c'est là où je tombe sur le dossier de la manufacture de Layette, qui se situait à l'époque à Tarbes, dans les Pyrénées, qui était à reprendre, le cédant souhaitant partir à la retraite. Et dans le titre de ce dossier, il y avait 2 gros mots pour moi. Il y avait textile, donc pour moi, c'était plus possible de faire du textile en France. Et en plus, qui travaillait pour la grande distribution. Donc là, juste tout faux, quoi. Tout faux. Et en même temps, je tourne les pages, je me dis, tiens, c'est marrant, cette petite boîte. Alors, faisait pas un chiffre d'affaires de dingue, mais elle avait un business model. C'est-à-dire qu'elle arrivait à fabriquer des choses et à les vendre un peu plus cher. Ça marchait. Voilà. Elle arrivait à les vendre un peu plus cher que ce que le coût de fabrication lui coûtait. Tout en étant en France et tout en faisant du textile. Alors, elle était presque totalement en France, dans le sens où elle tricotait tout en France, tout était tricoté en France, mais ensuite, à l'époque, pratiquement la totalité était envoyée en Tunisie pour être, une fois que le tricot était tricoté, c'était coupé et assemblé en Tunisie, et ensuite renvoyé en France, puis elle renvoyait dans les différentes enseignes de grande distribution. Donc c'était un textile français dans sa fabrication du tricotage, mais qui avait su s'adapter à la mondialisation en allant chercher une main-d'œuvre qui coûte moins cher de l'autre côté de la Méditerranée. Ok, hyper intéressant. Donc ça, c'est l'histoire de cette reprise de la manufacture de Layette et tricot. Donc ça, c'était en 2016, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Et ensuite, donc l'histoire ne s'arrête pas du tout là, puisqu'en 2018, vous décidez de reprendre la manufacture de tricot Jean Ruiz à Roanne, et en 2020, la manufacture de tricot Marcoux. Oui. Alors pourquoi cette envie de continuer, de reprendre comme ça ces 2 autres entreprises ? Alors déjà sur la manufacture de Layette et tricot, en fait on est 2 à avoir repris l'entreprise, Arnaud de Bellabre et moi, et on s'est très vite dit tous les 2 que donc la manufacture de Layette savait tricoter d'une certaine façon qui était du coupé-cousu, c'est-à-dire qu'on tricote sur des grandes frontures, des métiers à tricoter de grandes frontures, et ensuite on va couper dedans et on assemble. Le fait de faire comme ça, on économise pas mal en frais de tricotage parce qu'on tricote au kilomètre, mais on gâche un peu de matière. Puisque quand on coupe, il y a forcément des chutes de coupe. Et du coup, on s'est dit, on avait entendu parler d'autres entreprises qui travaillaient différemment et qui, par exemple, tricotaient en forme, c'est-à-dire qu'elle va tricoter le dos, les manches, et ensuite assembler le dos avec le devant avec les manches, et sans gâcher de matière, et donc qui pouvaient travailler sur des matières un peu plus nobles que celles pour laquelle la manufacture de Layette travaillait, comme le cachemire ou une laine de très très belle qualité. Et c'est là où, en essayant de comprendre notre métier, parce que ni Arnaud ni moi ne venions du textile, puisque moi j'étais trop jeune, mon grand-père n'a jamais pu me montrer ses usines, j'étais trop petite à l'époque, et donc on vient pas du textile, donc on a un peu ouvert nos chakras, on va visiter facilement des collègues, que ce soit en France ou à l'étranger, pour essayer de comprendre quel est ce métier du tricotage, et un peu tout seul, parce que oui, personne peut nous montrer, on n'a pas d'exemple au-dessus de nous qui peut nous montrer. Et c'est en cherchant tout ça qu'on s'est rendu compte qu'à Roanne, il y avait une entreprise de malades qui s'appelle Jean Ruiz, qui avait sans doute un des meilleurs savoir-faire de France, et qui malheureusement était en train de perdre son principal client.
et étaient voués à arrêter de travailler alors que le savoir-faire était dingue. Et comme nous, on avait en parallèle des clients qui nous demandaient à monter un peu en qualité et en gamme, on s'est dit on va reprendre Jean Ruiz, comme ça pour ces clients-là, on saura répondre aussi à leurs demandes. Et donc voilà, donc l'équipe Jean Ruiz a intégré le petit groupe de 2 manufactures. C'est une équipe qui est toujours là aujourd'hui, qui s'est bien vous avez recruté depuis. On a pas mal recruté là-bas, et du coup vraiment le but c'est de passer ce savoir-faire absolument fabuleux qu'a Ruiz à beaucoup d'autres personnes. Ok, génial. Et donc la 3e, c'était pour compléter un petit peu ce catalogue? La 3e, Marcou l'a fait, c'était encore autre chose. Marcou l'a fait ressemblait beaucoup en technique de fabrication à la manufacture de Layette, donc des grandes frontures en coupé cousu, mais en plus elle avait su percer sur le marché du tricotage technique. C'est-à-dire que par exemple, elle fabrique des chaussettes à neige pour les voitures, elle est capable de fabriquer des chevillères, des genouillères pour les sportifs. Donc elle avait d'autres marchés que les 2 premières, toujours sur le même genre de métier à tricoter, des métiers à tricoter rectilignes, mais ça élargissait un peu notre champ des possibles dans les clients à gagner pour le tricotage français. Et puis c'était une belle équipe là pour le coup. Les 2 frères Marcou et la sœur Marcou étaient assez âgés et avaient vraiment envie de passer la main. Et du coup, voilà, on a repris l'entreprise avec pareil un beau savoir-faire, une équipe fabuleuse de 40 personnes. Génial. Planquée dans les monts du Forêt. C'est bien. Mais ça. On est très bien là-bas. Ouais. Et alors plus récemment, il y a l'histoire de Camaïeu. Que vous avez essayé aussi de reprendre. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu pourquoi vous êtes positionné sur Camaïeu, pourquoi ça n'a pas fonctionné, nous raconter un peu tout ça. Alors le concept, en fait, donc nous au départ, quand on a repris la manufacture de Layette, on s'est dit on veut prouver à la France entière qu'on peut encore aujourd'hui tricoter en France. Peut-être pas assembler en France, parce que un homme, une machine à l'assemblage, ça coûte un peu cher par rapport au prix français, mais au moins le tricotage, lui, doit rester français. Donc notre premier combat dans 2016, 2017, 2018, ça a été de dire haut et fort, le tricotage n'a pas à partir hors de France. On peut au moins faire cette opération-là en France, puisque c'est une opération faite par des machines. Donc il n'y a pas de raison que ces machines tricotent ailleurs que proche du marché où elles vont vendre les produits ensuite. Donc ça a été notre premier combat. Et puis en rachetant Ruiz, elle, c'était du 100% made in France. C'est-à-dire qu'on achète du fil et ressort un bonnet, un pull, 100% fait dans cet atelier-là. Et là, on s'est dit, mais Ruiz est en train de nous prouver que non seulement on peut tricoter en France, mais en plus on peut tricoter et assembler en France. Jean Ruiz travaillait surtout pour des marques de luxe avec des petites quantités, et alors que la manufacture de Layette était plutôt pour des enseignes de grande distribution avec des grandes quantités. Et donc, il y a un moment donné, on s'est dit, mais non, les enseignes de grande distribution, elles aussi, elles peuvent faire du 100% made in France, donc on va prouver que dans une enseigne de grande distribution, on peut mettre une partie de nos produits complètement fait en France, pas uniquement tricoté en France. Donc, on change de combat à chaque fois, on fait un combat un peu plus loin. Ce que j'allais dire. Voilà. Et donc ce combat-là, on l'a mené, on l'a réussi. Aujourd'hui, Auchan a passé un contrat avec nous. Il veut rapatrier 5% de sa production en France. Donc nous, on vend une partie de nos productions made in France chez Auchan. On en vend aussi chez Carrefour, on en vend chez Leclerc, on en vend chez Aubert, on en vend chez Kiabi. Donc aujourd'hui, on a réussi à percer dans ces enseignes de grande distribution. Alors d'accord, aujourd'hui on représente peut-être 0,01% de leur consommation. Mais ça commence de textile. Comme ça. Mais ça commence comme ça. Nous derrière, ça fait vivre quand même 85 personnes chez nous. C'est pas non plus négligeable. Et du coup, quand on a entendu parler de la chute de Camaïeu, et je pense qu'on a tous été abasourdis par cette chute, on n'a pas compris. Moi, j'ai un magasin à côté de chez moi. Moi, j'avoue qu'on a été très surpris. On a tous, à un moment donné dans notre vie, été chez Camaïeu pour une raison ou pour une autre, avec sa maman, avec sa fille, avec une copine, avec plein de gens. Donc, il y a des souvenirs dans ces magasins Camaïeu qui sont assez forts. Et ce qui est assez drôle, c'est que moi, j'habitais juste à côté de l'endroit où le premier Camaïeu s'est ouvert. En 84, je crois, en 1984 à Roubaix. Donc en plus, moi j'avais un lien avec Camaïeu, Boîte du Nord. Et du coup, on s'est dit avec Arnaud, là on a prouvé qu'on pouvait mettre du Made in France dans une enseigne de grande distribution.
là, comme cette enseigne de distribution, elle a fait faillite. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait plus de personnes, il y avait plus de magasins, mais il y avait encore une marque, il y avait encore il y avait encore la marque Camaïeu qui existait. On s'est dit, on prend cette marque-là et on prouve qu'une marque comme ça, qui peut être vendue avec un grand nombre d'exemplaires par produit, eh bien, elle peut être made in France. Et donc, voilà, c'était notre nouveau combat de se dire, on prend une marque et cette fois-ci, on la transforme. C'est pas 0,01% de Camaïeu qu'on voulait faire en made in France, c'était 100% de Camaïeu qu'on allait faire en made in France. Alors, pas 100% de Camaïeu avec, je sais pas moi, 10 millions d'articles par... voilà. Non, c'était ce qu'on allait pouvoir faire, mais que la totalité serait made in France. Donc, c'était ça le concept. Après, on n'était pas les seuls à s'intéresser à la marque Camaïeu. Célio s'y intéressait aussi. C'était certainement plus proche et avec d'autres moyens que ceux des industriels français. et donc, c'est Célio qui a remporté la mise. Ceci dit, on n'a pas tout perdu. Ils viennent nous voir dans 15 jours dans les usines et on espère bien, du coup, avoir... Une collaboration, peut-être un petit peu. Petit peu. Alors, ce sera peut-être que 0,01%, mais ce sera déjà ça. Voilà. Okay, Célio n'y pensait pas avant, donc il y pense maintenant. Ouais. Donc, le combat a servi au moins à ça. On continue le combat. On pense quand même que on a besoin d'avoir une marque 100% made in France et qui soit de grande distribution, accessible au plus grand nombre. Ouais, ça, je suis d'accord. Et donc, on n'a pas lâché l'affaire, on travaille encore dessus. Ok, très bien. Bon, on va suivre ça de près alors. Et quelles sont les problématiques que vous rencontrez un petit peu à chaque reprise d'usine, que ce soit en termes, je sais pas, de savoir-faire, de machines, de recrutement, Comment ça se passe ? Parce que c'est vrai qu'on parle souvent de cette perte de savoir-faire en France. Donc vous, quand vous reprenez un peu ces manufactures, qu'est-ce qui se passe concrètement ? Alors cette perte de savoir-faire en France, elle est vraiment dramatique. Et je crois qu'on en parle beaucoup, mais je pense pas qu'on mesure. C'est ce que j'allais dire. Je sais pas si on a pris vraiment conscience de l'énormité du problème. Non, je crois vraiment pas qu'on l'a prise. Pour vous donner un exemple, il y a 20 ans, 25 ans, il y avait 400 000 emplois dans le textile et aujourd'hui, on est moins de 100 000, on est 70 000. Et là, il y a 330 000 personnes qui sont parties sans transmettre. Parce que, en fait, depuis 150 ans, en fait, avant qu'un tricoteur parte à la retraite, les 10 dernières années avant sa retraite, en fait, il formait un jeune qui ensuite prenait sa place. Mais là, en fait, ça a été des faillites, et des faillites d'une brutalité qui sont passées vraiment au moment où on a décidé de lever les quotas asiatiques, de dire pas de problème, des produits qui sont fabriqués dans des conditions qui ne sont pas les nôtres, c'est-à-dire nous on a décidé en France et c'est super. Il faut qu'on remercie les générations d'avant de se dire que c'est normal qu'il y ait un salaire minimum. C'est normal que les gens, s'ils sont malades, il y ait des hôpitaux pour les soigner, quel que soit leur niveau de revenu. C'est normal que les gens aient une retraite. C'est normal que les enfants aient l'éducation gratuite. Tout ce qu'on a mis en place pour nous en France, à un moment, il y a des gens qui se sont dit, on va utiliser des gens qui n'ont pas ça à l'autre bout du monde. Et on va les faire travailler pour fabriquer nos produits. Et nos produits, ils vont pouvoir rentrer en France avec si peu de droits de douane qu'il n'y en a pas. Et en tout cas, du coup, un différentiel de prix. Forcément, quand vous payez quelqu'un 100 fois moins cher, forcément, le produit, vous allez le payer moins cher. Mais est-ce logique ? Enfin, est-ce que c'est pas un problème de conception ? Pourquoi s'être donner ça à nous, tous ces avantages qui sont bien, qui sont des choses bien, et accepter en parallèle de payer des choses qui sont faites par des gens qui ont pas ça. Donc au début des années 2000, on a décidé jusqu'aux années 2000, il y avait des quotas, c'est-à-dire que vous pouviez en effet aller chercher à l'autre bout du monde des produits fabriqués dans ces conditions-là, mais vous étiez limité par des quotas. Et puis tout d'un coup, au début des années 2000, on s'est dit allez, plus besoin de quotas. Lâchons le truc. Lâchons-nous. Mondialisation non régulée et on y va. Et en l'espace de 5 à 7 ans, les 3/4 des tricoteurs français ont fait faillite. Mais en fait, ça s'est pas su. Enfin, on a su pour la sidérurgie, on a su des trucs comme ça. Mais moi, jamais aux infos, entre 2000 et 2010,
j'ai vu, mais parce qu'en fait, c'était un atelier de tricotage, c'est 25, 30 personnes dans la Loire, du côté de Troyes, du côté en Bretagne, tout ça. Ouais, on les a pas vus partir. En fait, on les a pas vus fermer. Non, on leur a pas donné la parole, effectivement. Mais non, et puis eux-mêmes, je pense, ne se sont pas rendus compte que c'était national, cette histoire, en fait. C'est un truc de fou. Et donc, voilà. Donc, on a licencié brutalement, à la fois celui qui allait partir à la retraite, qui avait un savoir-faire de malade, à la fois celui qui avait 40 ans, qui avait déjà 20 ans d'expérience, qui pouvait reprendre auprès de celui de 60 l'expérience que celui qu'il avait, et puis former celui de 20 ans, qui était là depuis 2 ans, mais qui avait été motivé pour apprendre. On a mis tout ça voilà, sur le marché du travail, et tous ces gens-là se sont mis à faire autre chose, un métier qui peut-être leur plaît moins, mais ils n'avaient pas le choix. Enfin, de toute façon, il n'y avait plus personne qui recrutait dans le tricotage, dans le tissage, dans la filature. Donc voilà, ils se sont transformés, et j'espère qu'aujourd'hui la plupart sont heureux, j'espère. Mais en attendant, on n'a plus ce savoir-faire-là. On a 330 000 personnes qui sont parties avec leur savoir-faire brutalement. Et du coup, ce qui est hyper important sur les 70 000 qui restent, c'est que ces 70 000-là, qu'on ait conscience qu'ils sont d'un intérêt supérieur et que c'est vraiment important qu'avant qu'ils partent à la retraite, ils aient passé leur savoir-faire. Et c'est ce sur quoi on se bat avec Arnaud depuis 7 ans. On a demandé à l'Éducation nationale de rouvrir un endroit où les jeunes pouvaient réapprendre à comment on tricote de façon industrielle. Est-ce qu'il ne faudrait pas une école ? Mais oui, parce que l'école avait fermé il y a 15 ans. Forcément, il n'y avait plus personne qui recrutait les jeunes qui sortaient du BTS textile. Donc, forcément, les écoles ont fermé. Elles se sont transformées. Je sais pas, on a formé des gens à faire autre chose, mais plus à fabriquer nos vêtements. Et donc, ce BTS a rouvert. Il se situe à Roanne. C'est déjà une très bonne nouvelle. C'est super. C'est un BTS en plus en alternance. Ces jeunes, je pense qu'ils ont l'équivalent de 10 boulots à la sortie de leurs 2 ans d'école. Donc, franchement, qu'ils y aillent et qu'ils s'inscrivent. Et voilà, et qu'ils y aillent. En plus, c'est génial de programmer un métier à tricoter. Ça demande à la fois de l'électronique, de la mécanique, mais aussi de l'informatique. Mais enfin, plein de données différentes. Et puis, on touche à des belles matières et on fait naître des choses. On voit le résultat en plus de tout ça. De ce qu'on fait, de ce qu'on fabrique. Donc vraiment super BTS qui a rouvert. Et après, je pense que comme tout le monde, on s'est transformé en école nous-mêmes. Tous nos ateliers sont transformés en école. Et on a à peu près, disons, 20% de nos salariés qui sont dédiés à la formation des autres, en fait, aujourd'hui. Donc oui, le savoir-faire a été perdu. Non, pas totalement, mais le peu qui reste doit être soutenu à un niveau très fort. Ouais. Et donc ça, c'est sur le savoir-faire. Est-ce qu'il y a d'autres problématiques que vous rencontrez, je sais pas moi, sur les machines, ou est-ce que c'est un parc de machines vieillissant ? Est-ce qu'il faut innover ? Est-ce que quand on reprend comme ça des manufactures, comment... Alors oui, innover toujours, l'industrie, c'est un métier d'innovation, sinon vous êtes vite dépassé. C'est vrai que pendant 50 ans, des années 70 à 2018, les tricoteurs qui sont restés ont été des tricoteurs épargnants qui ont vraiment essayé de faire tenir leur machine le plus longtemps possible. Le but était de surtout pas licencier, de garder ses salariés et avant tout c'était ça. Donc c'est vrai que depuis 3-4 ans, on a les marchés qui reviennent vers nous et du coup là on a des vraies machines qui sont en train de rentrer chez nous et qui sont qui correspondent aux machines dont les Asiatiques se servent aujourd'hui et qui avaient disparu de France parce qu'on n'avait plus les moyens de les acheter. Aujourd'hui, c'est vrai, quand on signe un contrat pluriannuel avec Auchan, nous, derrière, on achète une machine qui correspond à ce contrat. Évidemment, on va avoir la dernière machine qui va plus vite, qui utilise moins d'électricité. Et du coup, on commence à gagner un peu sur cet écart qu'on avait avec les Asiatiques de différence de prix parce que forcément, nous, on restait avec nos vieilles machines, donc un temps minute qui était des minutes
période qui était beaucoup plus longue. Là, aujourd'hui, si on a les mêmes machines qu'eux, on va commencer à pouvoir rivaliser un peu plus facilement. Ouais, au moins sur un pied d'égalité, disons. Au moins sur les machines. Sur les machines, exactement. Les machines. Après, c'est pas plus mal on ait tous ces avantages sociaux qui font que les gens en France sont mieux payés. Sur les hommes, moi, ce que j'espère, c'est qu'un jour, en Chine, en Thaïlande, au Bangladesh, ils nous rattrapent plutôt. Qu'ils nous rattrapent. Oui, parce que c'est nous qui avons raison, c'est pas eux. Hein. C'est ça. Exactement. C'est normal. C'est normal aujourd'hui. Enfin, c'est normal d'avoir des hôpitaux. C'est pas normal de pas en avoir. Donc non, mon souhait, c'est bien sûr. Et je pense qu'au début des années 2000, ceux qui ont décidé de lever les quotas, je crois pas que c'était des gens méchants ou mauvais. Je pense que ce sont des gens qui ont pensé que naturellement, du coup, ces pays allaient monter socialement, environnementalement. Et aujourd'hui, on est 25 ans plus tard, et on peut dire en fait que non. En fait, on peut pas dire aujourd'hui que le Bangladesh a les hôpitaux qu'on a. Donc, en fait, non. En fait, ça marche pas. En fait, ça marche pas de sous-payer En fait, il y aura toujours des gens qui vont profiter entre deux du truc, je sais pas, des gens qui vont profiter du truc de cette main-d'œuvre pas chère et qui vont pas avoir envie de développer donc dont acte. Donc, je pense qu'aujourd'hui, dont acte et l'acte, c'est l'acte du consommateur, c'est de dire, non. Du coup, si ça vient du Bangladesh et que je suis pas sûre qu'une partie des sous va revenir effectivement, parce qu'on pourrait très bien se dire, on met en place des taxes, je sais pas, une taxe carbone, n'importe quelle taxe à l'entrée de l'Europe, qui ensuite est reversée à ces pays-là pour que ces pays-là construisent le même environnemental social que nous. Aujourd'hui, c'est pas du tout ce qui est mis en place. Donc aujourd'hui, c'est plutôt le boycott d'une étiquette d'un pays qui n'a pas notre niveau social. Nos droits sociaux, exactement. Et on a rapidement parlé de la grande distribution. Comment se passent ces collaborations ? Parce que c'est vrai qu'on peut avoir pas une très bonne image des vêtements en grande distribution, se dire c'est pas cher, la qualité, on sait pas trop. Donc comment ça se passe, vous, toutes ces collaborations avec la grande distribution ? Alors moi j'avais une image de la grande distribution qui était une image assez violente avec des rendez-vous avec des acheteurs qui veulent toujours le prix le plus bas, qui veulent toujours le prix le plus bas et sans réfléchir du coup à la qualité. C'est l'image que j'avais. J'ai découvert un autre univers. Déjà, en termes qualitatifs, ils ont aujourd'hui mis en place des systèmes qualité qui font que je pense si vous allez en grande distribution, vous trouvez aujourd'hui des vêtements qui sont d'une qualité supérieure à celle qu'il y avait il y a 20 ans, par exemple. Je pense qu'ils ont vraiment, vraiment travaillé le sujet et gagné là-dessus. Et après, c'est certain qu'ils ont des prix planchers qui sont auto-fixés, mais les uns les autres. C'est-à-dire que quand Auchan a été obligé de s'aligner sur Carrefour, qui était obligé de s'aligner sur Leclerc, qui était obligé de s'aligner sur Système U, donc si à eux tous, ils se disent, un pull c'est 30 €, et un pull ça sera 30 €, et c'est pas individuellement qui vont pouvoir se dire chez moi c'est 35, parce que dans ces cas-là les autres iront chez les autres. Donc c'est un espèce de cercle qui est le cercle du jeu de la concurrence et qui est un peu compliqué, parce que du coup eux ils ont leur target price de 30 €, et puis derrière ils vont chercher un truc où ils vont quand même réussir à marger et en même temps à avoir payé un truc pas trop cher, et c'est la raison pour laquelle ils sont aujourd'hui majoritairement tournés vers l'import très loin. Mais il y a aussi une volonté des consommateurs qui rentrent dans ces enseignes aujourd'hui de dire qu'ils ont envie de consommer mieux. Et ça aussi, que ça soit Carrefour, que ça soit Système U, que ça soit Leclerc, que ça soit Kiabi, que ça soit Auchan, ils l'entendent. Ils l'entendent parce que la voix est forte, et elle est de plus en plus forte en fait. Et chaque année qui passe, cette voix-là est plus forte. On a des réunions assez régulières entre les entreprises qui vendent à la grande distribution et puis les équipes de grande distribution, et du coup ils nous présentent un peu leur plan, et au début le Made in France, c'était une petite phrase tout à la fin de leur présentation, et aujourd'hui le
Made in France, c'est à chaque page, en fait. Donc, ils veulent du Made in France là, ils en veulent là, ils en veulent là. Enfin, ils en veulent partout parce qu'en fait, le client en veut aussi. Et donc, je pense que ce qui va faire bouger, ce qui a fait bouger Auchan, alors après, il y a aussi une volonté des uns et des autres. Bertrand de Châteaubourg, chez Auchan, pousse vraiment pour faire mieux et pour prendre en charge pour aider en fait à la réindustrialisation textile française, parce que 5% des achats textiles de Auchan, c'est plus que ce qu'on est capable de fabriquer aujourd'hui en France. Tous les fournisseurs confondus. Donc imaginons si Carrefour dit la même chose, si Système U dit la même chose, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse pousser des usines. Et ce qu'on va faire. Mais ce qu'on peut faire, parce qu'il y a quelqu'un comme Auchan qui nous dit, on vous signe un contrat pluriannuel. Nous, contrat pluriannuel, ça veut dire qu'on investit, on embauche. On n'a pas peur que le lendemain, ils changent d'avis en se disant, finalement, le Made in France, ça marche plus, on arrête. Et auquel cas, en fait, on préfère ne pas prendre le marché plutôt que de se dire, je prends un marché, mais si dans 2 ans, je fais quoi avec les gens que j'ai embauchés? Donc, en fait, là, ça nous a permis d'embaucher et de progresser. Donc, le contrat pluriannuel qui est en train de se mettre en place dans la grande distribution avec les industriels de textile, c'est vraiment quelque chose qui va nous aider à avancer. C'est quelque chose qui va, et quelque chose qui va nous rassurer dans la relation, en fait. Parce que il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans le textile qui refusent de travailler pour la grande distribution, parce que c'est la grande distribution qui a failli les mettre en faillite plusieurs fois au cours de leur vie professionnelle. Donc, du coup, aujourd'hui, ils disent, non, on préfère ne pas prendre 30 000 pulls parce qu'ils en prennent là 30 000 cette saison, je vais recruter 5 personnes, et je fais quoi des 5 personnes si la saison d'après change d'avis? Donc, aujourd'hui, je pense que aussi bien la grande distribution prend conscience de sa responsabilité par rapport à la réindustrialisation textile et fait aussi en sorte que les éléments soient mis en place pour que cette réindustrialisation soit possible aussi pour ces enseignes-là. Ok. Et comment on fait comment vous faites pour alors c'est pas s'aligner, j'imagine, sur les prix, mais pour quand même être dans les prix de la grande distribution, parce que c'est pas du tout la même chose quand on vend un t-shirt chez Auchan que quand on l'achète du Made in France dans une petite boutique qui est spécialisée dans de la mode plus durable, quoi. Donc c'est quoi? C'est les quantités qui permettent ça? C'est la marge de leur côté qui est réduite? Comment? Alors en fait, c'est vraiment un travail qu'on fait depuis 6-7 ans avec Arnaud. En fait, c'est un peu comme pour tout, c'est-à-dire que vous avez il y a une valeur perçue des produits. Par exemple, le pull que vous portez, il a peut-être le design est super, le truc et tout. La valeur perçue va peut-être être, par exemple, de 200 €. Et le coût de fabrication de ce pull est peut-être de 35, 40, 45 €, par exemple. Mais en utilisant 35, 40, 45 € de coût de fabrication, on peut avoir un pull qui a une valeur perçue par son design, par sa forme, par tout ça, de 200 €. Mais on peut aussi avoir une valeur perçue de 600 € et on peut aussi avoir une valeur perçue de 30 €. Donc, l'objet, c'est toujours de se dire, voilà, je suis chez Auchan, je suis prêt à acheter un bonnet chez Auchan, un bonnet joli, combien je vais mettre? Et nous, derrière, on réfléchit, est-ce qu'on arrive à fabriquer pour un coût qui va correspondre à un coût de fabrication où chacun va pouvoir avoir margé, à la fois le producteur et aussi le distributeur. Donc en fait, il y a des produits qu'on ne sera jamais capable de refaire en France tant qu'on peut faire travailler des gens à l'autre bout du monde pour pas cher. Un produit qui a 50 broderies, plein de poches, plein de zips, plein de trucs, où donc il y a énormément de temps de main-d'œuvre, ce produit-là, on ne pourra pas le faire revenir en France. Mais un produit où les cœurs sont dessinés par la machine, comme le pull que vous avez aujourd'hui, ça, oui, on peut le faire en France. C'est la machine qui travaille. Qu'elle travaille en Chine, au Bangladesh ou en France, elle va passer le même temps à le faire, tant que j'ai bien la machine. Donc c'est tout le travail qui est à faire, c'est se dire, alors on fera pas un pull à 30 €, mais on peut en faire un à 45 ou à 50. Donc il y a d'un côté les consommateurs chez Auchan qui vont devoir se dire, bon ok, un pull made in France, je peux pas le payer 30, mais peut-être que j'accepte de le payer 45, 50 pour préserver nos savoir-faire, les rares savoir-faire, là, ceux qui sont en train de rester et ceux qu'il faut surtout pas qu'on perde. Et pour ne pas les perdre, il faut bien que ces gens-là ils aient des commandes, parce que s'il n'y a pas de commandes, voilà, on recrutera pas des jeunes et du coup les jeunes ne seront pas formés. Donc il faut à la fois que le consommateur final accepte ce gap
de prix, mais il est aujourd'hui, ça c'est fait, ça on sait que Ouais. c'est J'imagine accepté. que si la grande distribution le fait, c'est voilà. qu'ils ont fait des études Alors, consommateurs. c'est pas Ouais. tous les consommateurs. Il y a Ouais. des consommateurs qui ne souhaitent pas ou qui ne peuvent pas. Ou, enfin, voilà. Donc, c'est pas tous les consommateurs, mais nous, il nous faut pas tous les consommateurs. Il faut que juste une partie des consommateurs acceptent de payer ce surcoût parce qu'ils savent qu'en face, ça veut dire qu'il y a préservation du savoir-faire, qu'on est en train de redévelopper notre savoir-faire et qu'on perd pas un truc complètement. Parce qu'une fois qu'on a... C'est un peu comme les animaux en voie de disparition. S'il n'y a plus ni mâle ni femelle, ou juste que des mâles, ou juste que des femelles, enfin, après, ça n'existe plus. Ouais. Donc, une fois que c'est perdu, c'est perdu. Ouais. C'est ça, voilà. Et là, où la grande chance qu'on a eue dans l'industrie textile française, c'est que la crise n'a pas duré 60 ans. Elle s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée il y a 3-4 ans, et juste avant que les gens partent à la retraite. Donc ça, c'est notre grande chance. Ouais, c'est déjà ça. C'était chaud. C'était juste quoi. Et pour convaincre justement ces grandes enseignes, les grandes marques, parce que c'est là aussi où on va pouvoir changer les choses. C'est si en volume on arrive à faire concurrence à tout ce qui est fast fashion, ultra fast fashion. Quels arguments vous utilisez pour les convaincre? Quels sont les avantages de ce Made in France? Alors, pour les grandes marques, celles qui vendent, quand je dis grandes marques, toutes les marques sont des grandes marques. Non, bien sûr, mais en termes, je parle plus en termes de volume qu'en termes de. Et puis après, il y a haut de gamme ou moyen de gamme. Donc, pour le haut de gamme, franchement, fabriquer un pull en France sur la façon, le tarif façon, on va ajouter 10-15 euros. Voilà, quand on vend un pull 350 euros et qu'on nous dit que non, c'est trop cher de rajouter 10-15 euros sur le prix de fabrication, moi je trouve qu'il y a un peu... bon, je vais le dire gentiment, mais il y a un peu exagération. On va dire ça comme ça. Et je crois que quand on achète un pull qui vaut 600 euros, on est en droit d'exiger qu'il soit fabriqué localement. Mais quand je dis ça, je dis si on est en France, qu'il soit fabriqué en France, si on est en Italie, qu'il soit fabriqué en Italie, et si on est en Angleterre, qu'il soit fabriqué en Angleterre. Je crois qu'on est en droit d'exiger ça. Et je pense que ces marques-là doivent aujourd'hui se dire qu'elles vont investir ces 10-15 balles là pour le faire en France. Je dis pas que ça va être simple, parce que ce savoir-faire là, forcément, quand vous vendez un pull à 600 euros, il y a du savoir-faire de remaillage qui est d'un très très haut niveau. Il va falloir savoir remailler de la soie avec du cachemire. Enfin voilà, des trucs de fou. Et peut-être aujourd'hui en France 5 personnes qui savent faire ça. Donc évidemment ça va pas être simple. Ça veut dire que c'est un plan sur 10-15 ans. Ouais. Mais je pense que ce plan, il faut le commencer aujourd'hui et l'enclencher et le mener, et que surtout le consommateur pendant ce temps-là il boycotte. Enfin, il dit non, ce pull-là il doit être fabriqué localement. Donc quand on est sur un produit de luxe, je pense qu'il faut savoir aujourd'hui dire non, j'ai regardé l'étiquette, non, je ne suis pas d'accord. Voilà. Et donc remonter le point à vos chefs. et puis voilà. Ensuite, il y a tout ce qui est moyen de gamme. Là, c'est un peu plus compliqué parce que les 10-15 euros de fabrication plus le fil qui pareil en Chine quelquefois. Enfin, les usines sont toutes intégrées, donc il y a filature, tricotage. Donc en fait, il y a des frais qui arrivent en moins. Donc en fait, ça peut quand même coincer par rapport à leur business model. Sachant que la matière première augmente aussi, enfin les coûts de matière première augmentent. Oui. Ouais. Et qu'ils ont une clientèle qui est engagée souvent, mais qui n'est pas forcément fortunée. C'est ça. Donc là, j'avoue que moi, la seule solution que je vois, c'est de faire exactement comme on faisait du temps de mon grand-père, c'est-à-dire qu'en fait, la marque était la marque fabricant. En fait, il n'y avait pas une marge de... Les marques moyen de gamme ont pu se développer parce qu'il y avait de la fabrication pas chère faite très loin. Mais avant, du temps de mon grand-père, il n'y avait pas de marque. C'était l'usine qui avait sa marque. En fait, c'était pas... voilà. Et donc, je pense que l'évolution vers laquelle, moi, en tout cas, je souhaite que ça aille, c'est que ces marques-là deviennent fabricantes. Donc, c'est encore... là, c'est pas un plan à 10-15 ans, c'est un plan à 20-30 ans. Au moins. Mais je pense qu'on n'a pas le choix. À nouveau, je pense qu'on ne peut plus accepter d'acheter à des gens qui n'ont pas les mêmes avantages sociaux que nous. Donc, je ne sais pas combien de temps ça va prendre,
je pense que la non-acceptation n'est pas encore là. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une compréhension des enjeux, une compréhension que je n'avais pas moi-même il y a 5 ans. Enfin, franchement, je me posais pas la question. J'ai jamais regardé une... Enfin, j'ai été ravie, en fait, en 2000... J'ai mon aîné qui est né en 95. Il avait juste un petit tiroir avec des vêtements parce que ça valait encore assez cher en 95. Et puis le dernier qui est né en 2002. Alors lui, son armoire débordait. Forcément, les t-shirts étaient à 3 balles. Ouais. Moi, j'ai vu le truc. Je l'ai vu côté consommateur, ravi de ce qui arrivait. Enfin, franchement, à quel moment je me suis posé on est tous des passés questions. par là. Puis personne. Enfin, je pense qu'on n'en parlait pas non plus. Ouais. C'était pas. On disait pas les choses non plus. Et je crois que la prise de conscience, elle a existé un petit peu avant le Covid. Et puis le Covid a été un peu un électrochoc. De se dire, tiens, au fait, en France, on ne sait plus fabriquer de masques. Et ça a été un électrochoc de se dire, ouh là, si ça se trouve, on va plus avoir de médicaments. Ah ouais, à ce point-là. Mais pourtant, la marque, elle est française. Oui, la marque, elle est française, mais elle fabrique loin, quoi. Donc, il y a eu une prise de conscience. Il n'y a pas beaucoup d'actions encore, mais enfin, voilà. Mais le process est en route. Ça prend du temps de changer des habitudes, de changer une société. Y compris sur moi aujourd'hui. Je ne porte pas que des vêtements made in France et je ne suis même pas sûre d'avoir regardé toutes les étiquettes de ce que je porte aujourd'hui. Donc, vous voyez, même si la plus grande des militantes n'est pas encore dans ses actions quotidiennes. Et puis on a encore, on a des vêtements qui datent, on va pas les jeter. Enfin voilà, tout à fait. Ce serait pas très logique. Tout à fait. Ok. Et quels sont la question du prix, c'est quand même une question qui revient très souvent. On l'a quand même un petit peu évoqué, mais quels sont les coûts liés au Made in France? Qu'est-ce qui fait? Il y a que la main d'œuvre qui fait que le prix va être plus cher que ce qui se fabrique à l'autre bout de la planète, ou qu'est-ce qui? Oui, parce que le prix du foncier, enfin le prix de l'usine en elle-même. Nous, on est plutôt en province, enfin dans des zones où on n'a pas besoin d'être à côté d'une grande ville. Oui, on va pas travailler dans un sous-sol à Paris. Enfin, donc on travaille dans des zones qui sont pas dont le foncier, enfin où le foncier est pas très cher. En tout cas. Enfin, on a tout à fait en adéquation par rapport au pouvoir d'achat français. Les machines. Alors les machines, nous, dans nos métiers à tricoter, en fait, on n'a que 2 fournisseurs, un qui est au Japon et un qui est en Allemagne. Les 2 sont des super fournisseurs, mais ils facturent exactement le même prix en Asie et au Bangladesh qu'en France. Il n'y a pas un prix français et un prix pour le Bangladesh. Donc c'est le même prix pour tout le monde. L'énergie dont on parle beaucoup. C'était une de mes questions là qui arrivait. Depuis quelques temps. Alors, jusqu'à il y a 6 mois, je vous disais, mais je vais le redire dans 6 mois, là c'est juste qu'on est dans un truc de perturbation terrible, mais le coût de l'énergie en France était bien moindre qu'au Bangladesh. Enfin, nous, on a nos usines électriques EDF nucléaires qui font que le coût de l'électricité pour les industriels, on avait un avantage concurrentiel complètement fou par rapport à beaucoup de pays. Et les émissions de CO2 aussi, entre un mix énergétique lié au charbon et contrairement à nous. Mais ça, on le voit pas en termes de prix de valeur sonnante. On le voit pas en termes de prix, mais on le voit aussi, en effet, on arrive à fabriquer en dépensant pas trop de CO2 pour fabriquer l'énergie dont on va avoir besoin pour fabriquer les vêtements. Donc ça, c'est aussi un avantage, quoi. Là aujourd'hui, c'est un peu le désordre. Moi, ce qu'on me dit, c'est qu'en Asie aussi, le prix de l'énergie, c'est le désordre. Enfin, là, aujourd'hui, c'est un désordre mondial. C'est ce que j'allais dire. Je pense qui est lié à une situation qui, j'espère, va pas durer dans le temps. Donc, le point noir, mais qui est un faux point noir, parce qu'à nouveau, c'est un point noir super. C'est un point noir pour lequel des générations se sont battues. Et je pense que je me serais battue s'il y avait pas eu, si c'était ce combat-là qu'il y avait à mener il y a 50 ans, c'est celui-là que j'aurais mené. Donc, c'est sûr que oui, avoir un système social où en effet, on a la retraite, on a la sécu, et ce qui fait que oui, dans ce cas-là, il faut accepter de payer celui qui va
travailler pour soi le même prix que ce qu'on voudrait si jamais on faisait ce travail-là. Donc oui, c'est un avantage, c'est un désavantage concurrentiel sur le prix. C'est-à-dire que c'est vrai sur un prix où il va falloir assembler un produit. Par exemple, le même produit qu'on va tricoter en France pour le bébé, qu'on va tricoter en France, assemblé en Tunisie, qui va se retrouver à 10 € chez Leclerc, il va se retrouver à 25 € s'il est tricoté et assemblé par nous en France. Donc oui, l'écart de prix, il est dingue. Mais est-ce qu'on a besoin d'avoir 6 brassières ? Est-ce que 2 brassières suffisent pas ? Et dans ces cas-là, c'est le même budget. Voilà, c'est un peu comme, moi je vous dis, quand mon 3e enfant est né, c'était le t-shirt à 3 €, j'en ai Alors acheté que finalement, 15. sur le premier, vous en êtes très bien sorti avec beaucoup moins. Oui, Ouais. et puis je pense pas qu'il était... Oui, c'est ça. qu'il soit senti... Enfin, je pense qu'il était très bien habillé. J'ai certainement fait des machines plus régulières. Mais j'ai pas ensuite donné des vêtements qui portaient encore l'étiquette, ce qui était le cas pour mon dernier, où je me suis dit, mais on marche un petit peu sur la tête quand même, là. Je donne des vêtements que je n'ai même pas mis. Ouais. Donc, j'ai acheté des vêtements dont vraiment je n'avais pas besoin, puisque ils n'ont pas été mis. Pas du tout portés, ouais. Et je crois que les ados qui ont aujourd'hui 25-30 ans, qui rentrent dans la vie active et qui deviennent des ménagères, des ménagers avec un petit pouvoir d'achat, ceux-là sont passés par la phase ado, fast fashion, à avoir des armoires remplies et avoir dû faire le tri récemment en se disant ouais, là vraiment c'était pas bien. Aujourd'hui, c'est ceux-là qui sont en train de pousser parce qu'ils n'ont pas été en manque, comme peut-être comme ma génération a peut-être été un peu plus, sans franchement l'être, mais disons qu'on a connu un truc responsable et un truc normal et économiquement normal, un truc fou. Ouais. Et c'est vrai qu'on a du mal du coup à revenir au truc normal. Alors que cette génération-là, qui aujourd'hui a 25-30 ans, qui a connu le n'importe quoi, aujourd'hui elle est militante pour revenir à un truc normal. Donc c'est assez rigolo de voir que ceux qui achètent le Made in France sont quand même plutôt des jeunes. Ouais. Et vous pensez que le Made in France va pouvoir être une vraie alternative à la fast fashion, mais l'ultra fast fashion aujourd'hui, quand on voit Shein par exemple, qui récemment je disais, qui est une des marques préférées des jeunes, enfin parfois tout ça donne un peu le tournis. Est-ce qu'on va pouvoir vraiment avoir une alternative responsable à ce genre de marque ? Moi, tout vient du consommateur. Si vous avez des consommateurs et des consommatrices qui ont envie, pour une raison ou pour une autre, d'acheter du Shein et de changer de vêtements tous les jours, c'est pas le Made in France qui va pouvoir changer ça. C'est leur prise de conscience à un moment que c'est pas bien. Mais voilà, donc ça c'est une prise de conscience que les gens qui achètent aujourd'hui sur Shein n'ont pas et voilà. Et donc c'est le travail, il est à faire en eux. Je pense que nous, la seule chose qu'on peut montrer, c'est montrer qu'il y a une alternative, qu'on peut acheter une brassière à 25 € faite en France, mais que du coup, ça veut dire en acheter moins. On peut montrer que chez Bompard, il y a une partie de la collection qui est Made in France. Pareil chez Aigle, pareil. Voilà, on peut, ou chez Auchan, ou chez Carrefour. Ouais. Donc nous, notre rôle en tant qu'industriel du textile, qu'on porte Arnaud et moi, c'est de se dire... Notre rôle, c'est de montrer que c'est possible et de donner une alternative qui a comme contrepartie d'acheter moins. Ouais. Voilà. Mais on propose la contrepartie, on garantit que les salariés qui sont chez nous bénéficient des lois et des avantages sociaux qu'on a acquis ces dernières années, enfin ces 50 dernières années. Et donc ça c'est une garantie qu'ils ont. En fait, en achetant chez nous, on garantit ça. Au niveau de la qualité, l'Asie est arrivée à un niveau de qualité bon, tant que vous mettez de l'argent sur un bon fil, sur une chèvre qui va avoir un très très long fil de cachemire et tout ça, la qualité, vous pouvez l'avoir quel que soit l'endroit où vous êtes dans le monde. Hein. C'est pas ça voilà, tout dépend de ce que vous avez mis comme argent au moment de la matière première. Donc ce qu'il faut toujours s'assurer, c'est d'acheter
d'acheter pas le produit qui est juste parce qu'il y a une marque derrière qui véhicule plein d'idées, tout ça, mais en fait c'est n'importe quoi, mais plutôt une marque qui en plus est responsable et s'est dit oui, j'achète une matière, je sais que les chefs sont bien traités, il y a plein de choses qui se passent aussi dans l'agriculture. On a asséché des terres entières en Grèce pour faire pousser du coton n'importe comment, alors que voilà. Donc il y a aujourd'hui des marques qui s'intéressent en amont à ce qui a été, à comment les matières ont, et c'est ces marques-là qu'aujourd'hui font bouger les choses et qu'en tant que consommateur, il faut plébisciter. Après, on ne changera pas le consommateur. Voilà, c'est une prise de conscience, c'est une société. Ouais. Et voilà, je pense que chacun d'entre nous peut être un militant, mais bien sûr, et c'est un travail à faire. Et comment vous voyez l'industrie textile française évoluer ? Parce que vous, entre le début, donc entre la première reprise en 2016, aujourd'hui, j'imagine qu'il y a eu quand même déjà une grande évolution. Ouais. Et comment vous voyez ça encore changer ? Alors nous, ça a été super, parce que 2016, c'était le début de la fin de la crise, on va dire. Mais on ne pouvait pas le savoir. Nous, on s'est juste dit, on se lance là-dedans, il y a un petit business model, le truc qui fonctionne. Au pire du pire, on continue à tricoter en France, à assembler en Tunisie. Le modèle fonctionne. Au pire du pire, on fera juste du tricotage en France et ça sera déjà très bien. Et puis en fait, comme c'était le début de la fin de la crise, Ruiz est passé. Enfin, on a réussi à faire passer aussi l'assemblage en France, et puis derrière à faire passer tout ça en plus en grande distribution. Et puis il n'y a pas Camaïeu, mais il y aura autre chose dans un an ou deux. Donc voilà. Donc on est sur une belle lancée, mais une lancée qui correspond à l'évolution. À l'évolution de la société. C'est la société qui évolue, c'est pas nous. Nous, on est planqués soit dans les Pyrénées, soit dans les monts du Forêt, soit dans le centre-ville de Roanne. C'est pas nous qui pouvons faire évoluer. C'est la société qui évolue grâce à des blogs comme les vôtres, grâce à des articles dans les journaux, grâce à des prises de conscience. Il y a des moments, il y a un bouton qui se fait on-off. Jusque-là, c'est vrai que chez mes enfants, par exemple, il m'arrive de commander des cartouches d'impression chez Amazon parce que c'est hyper simple. Je reste à mon bureau, 3 heures après, j'ai une cartouche d'impression. Parce que, évidemment, je tombe toujours en panne quand je suis vraiment à la bourre. Et là, mes enfants me hurlent dessus. Si Amazon vient... Voilà, parce que eux, la prise de conscience, elle est là. Amazon, c'est pas bien, c'est pas ce qu'il faut faire. et voilà, eux, le bouton on-off, il a été poussé. Donc, je fais en sorte d'appeler Amazon quand mes enfants sont pas là. Parce que le bouton, il n'est pas encore complet. Ouais. Il est bien enclenché, mais pas totalement. Donc voilà, donc laissons à chacun le temps de faire son chemin, le temps de mener ses combats. On peut pas être sur tous les combats à la fois. Plein de gens qui font des choses formidables dans leur vie et qui n'ont pas le temps d'aller acheter du Made in France ou pas l'envie d'investir dessus. Donc voilà, pas de jugement. On avance, on essaye tous de faire un monde un peu meilleur et ça sera bien comme ça. Et je trouve que dans le textile, chaque jour qui passe est un jour qui est mieux que celui d'avant. Donc c'est déjà bien, ouais. Et d'un point de vue politique, vous vous sentez suffisamment soutenu pour faire ce Made in France ? Alors, en fait, en politique, pareil, il y a eu un bouton on/off qui a été poussé, qui était un peu avant le Covid. Je me souviens qu'Agnès Pannier-Runacher, qui était à l'époque ministre de l'Industrie, nous avait réunis avec Guillaume Gibault, avec Julia Faure de la marque Loom. On était 5-6 autour de la table et au lieu de nous dire tout ce qu'elle allait faire pour nous, ce que les ministres font d'habitude, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Et alors là, on était un peu scotchés, tous. Oui, il y avait aussi 1083, Thomas Hurier. Et c'est drôle, parce que c'était 2 ans avant le Covid. Et Thomas lui avait dit, mais est-ce que vous vous rendez compte que s'il y a une guerre avec la Chine, nos soldats, ils n'auront pas de pull et pas de pantalon pour aller à la guerre ? Et à ce moment-là, je me suis dit, Thomas, il exagère. Il en raconte toujours des trucs et tout. Puis 2 ans après, il y a le Covid, il n'y a pas de masque. Et là, je me dis, en fait, c'était pas... Voilà. Ouais. Donc il y a eu, pour moi, cette réunion-là, ça a été le début de, tiens, il y a des ministres qui s'intéressent à l'industrie. Jusqu'avant, il n'y avait personne qui venait nous voir dans nos usines. Parce qu'en fait, entre le moment de la prise de rendez-vous avec le ministre et le moment de la venue dans l'usine, il y avait des chances pour qu'on fasse faillite juste avant ou juste après.
Et dans les deux cas, ça faisait désordre. Donc, ils préféraient pas venir. Ok. Voilà, donc, mais comme tout le monde, entre 1995 et 2015, 2016, tout le monde a fermé les yeux. Voilà, vous, moi, on a tous fermé les yeux et on s'est tous mis à acheter des t-shirts à 3 € et à penser que c'était ça qui nous rendrait heureux. Et donc, les ministres venaient pas voir l'industrie du textile. Voilà, c'était pas glamour, hein. C'était, je dis, il y avait beaucoup de chances pour que ça foire leur truc, donc ils venaient pas nous voir. Et puis là, Agnès Pannier-Runacher qui nous dit ce qu'elle peut faire pour nous. Puis du coup, au moment de la crise du Covid, c'est vrai que du coup, elle nous a rappelé en disant, les cocos, là, on sait que vous existez, donc là, vous tricotez des masques et tout. On dit, non, c'est pas tricoter des masques. Vous apprenez, on vous met un laboratoire à disposition et on teste vos masques jusqu'à ce que ça marche. Mais vous retournez à l'usine. Voilà, vous retournez à l'usine et vous bossez. Et du coup, voilà, il y a eu un nouveau lien entre les politiques et les industriels. On existait. Et rien ne peut nous faire plus de plaisir que... Après, on n'a pas forcément besoin d'argent, mais on a besoin de savoir qu'ils sont là, qu'ils peuvent... que pour eux, c'est important, notre industrie textile en France. Et voilà, et c'est un peu comme pour tout, hein. Il suffit qu'on nous montre ou de la reconnaissance ou en tout cas de l'intérêt. Et nous, on est comme des papillons. Et il n'y aurait pas des lois ou des mesures qui pourraient être mises en place et qui pourraient quand même faire... Alors, la loi AGEC, quand même, qui va être mise en place, qui sur l'étiquette, vous allez même pouvoir voir où est-ce que votre pull a été tricoté, où est-ce qu'il a été assemblé, tout ça. Je pense que ça va... Ça va certainement... ça va certainement... Enfin, déjà, retourner les gens vers les étiquettes. Vers les étiquettes, parce que jusque-là, c'était Design in France. Bon. Voilà. Donc, on se disait, si, la marque est française, c'est Design in France. C'est bon, je peux acheter. C'est ça. Souvent, il y avait avec amour derrière. Voilà, avec amour, Donc là, on progresse avec cette loi AGEC, hein, qui démontre l'intérêt qu'ont les politiques pour la réindustrialisation textile en France. Donc ça, c'est top. Après, moi, je prône bien évidemment une mesure assez draconienne, aussi draconienne que la levée des quotas en 2000, et qui correspondrait à des taxes, une taxe carbone à l'entrée de l'Europe, voire à l'entrée de la France, parce que ils sont gentils aussi de nous dire l'Europe, machin, tout ça, enfin n'empêche qu'aujourd'hui, en attendant, en Roumanie, ils sont quand même toujours pas au niveau du SMIC français et ils sont toujours pas avec le niveau des hôpitaux français. Enfin, donc je veux bien qu'on parle d'une Europe, mais dans ces cas-là, on met le SMIC. Je veux bien qu'on harmonise tout, qu'on harmonise tout, parce que sinon c'est un peu facile aussi. Enfin, sinon la Roumanie est notre Bangladesh de demain. Enfin, donc c'est pas non plus forcément ce qu'on a envie de faire. C'est vrai. Oui, donc ça, ce serait quand même une des solutions. On y croit à cette taxe, est-ce que ou pas? Je pense que au moment de la levée des quotas asiatiques, je crois que personne n'y croyait à ce truc-là. Enfin, et je pense que les importateurs de l'époque se sont dit waouh, c'est énorme ce truc, ils s'en foutent, mais c'est énorme. Et je me dis qu'il peut y avoir quelqu'un d'un peu fou qui fasse ce truc-là dans l'autre sens. Et voilà, ça sera un effet waouh. J'y crois autant que j'aurais cru à la levée des quotas chinois à l'époque. Impossible le truc, mais ils sont pas fous à ce point-là. Soit de ne pas se rendre compte qu'on allait casser toute l'industrie française, soit de se dire qu'on était OK pour casser toute l'industrie française. Enfin, les deux options me semblent tellement dingues. Il y a quand même eu des fous pour le faire, donc ouais. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas dans l'autre sens? Allons-y. En tout cas, là. Bon, on espère en tout cas, parce que c'est vrai que ça pourrait permettre et ça serait assez logique, mais quitte à ce qu'on reverse ces sommes-là. Parce qu'on nous dit aussi, vous êtes gentils, mais du coup, au Bangladesh, en Thaïlande, on a fait développer plein d'usines. Et c'est vrai que si on met des taxes, ils vont si on arrête tout, ils vont se retrouver encore dans une situation encore pire qu'aujourd'hui. Et c'est vrai que ça, je peux l'entendre. On a provoqué, on a fabriqué un espèce de monstre. Enfin, on a fabriqué un truc qui va pas. Donc, que ces sous-là reviennent à ces pays-là, mais pour permettre à augmenter leur salaire et à augmenter les prestations sociales et environnementales. Oui. Ça, enfin, moi, mais et après, on va balancer l'argument de la corruption aussi.
Voilà. Oui, mais sinon on n'avance pas, quoi. Il y a vraiment sinon on zéro n'avance pas, solution. et la situation qui est la situation à laquelle on est arrivé aujourd'hui, 25 ans après la levée des quotas, est une situation qui d'une façon certaine est inacceptable. On n'a pas réussi à faire monter ces pays-là, donc et on va pas continuer, et on va pas continuer à les exploiter, parce que c'est un peu ça quand même ce qu'on fait. C'est un peu ça. Complètement, ça, même. Fait. Donc, voilà. C'est vrai. Pour terminer notre discussion, j'aimerais vous poser 2-3 questions plus personnelles. Il y a un article dans Les Échos qui vous surnomme militante du Made in France. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Ah ouais. À fond. À nouveau, on peut pas militer sur tout, mais oui. Le Made in France, le fait qu'on fabrique localement une partie de nos vêtements, mais pas uniquement de nos vêtements, mais qu'on mange des produits locaux, en fait, on s'est pas rendu compte de ce qui s'est passé sur ces 25 dernières années. On a tout. Donc oui, il faut. Mais je suis loin d'être la seule, et simplement, j'aimerais qu'on soit plus parce qu'il y a plein de marques qui se montent et qui disent bah oui, mais vous voulez pas travailler pour nous parce qu'on a que 50 pièces, machin, tout ça. Mais je leur dis les gars, mais fabriquez vous aussi. Enfin, le Made in France, c'est pas que avoir une marque responsable et voilà pour vendre. Mais c'est aussi aller les mains dans le cambouis là, acheter une petite machine, commencer par faire des bobs et des casquettes. Enfin, et puis après grandissez, faites des chemises. Et puis une fois que vous aurez fait des chemises, vous pourrez faire des pyjamas. Et puis après on passera au jean. Puis après on finira par le pull. Mais oui, enfin là il faut pas juste qu'on propose des vêtements made in France, il faut qu'on les fabrique, ces vêtements. Donc, il faut que tout le monde s'y mette là, les mains dans le cambouis. Okay. Pas juste... c'est ça, pas juste faire une marque à nouveau responsable. Non, c'est les mains dans le cambouis là. On y va, les gars. Faut y aller, ok. Si je vous dis que vous êtes une personne engagée, vous me répondez quoi ? Ah bah oui. Je vous réponds oui. Très bien. Et alors, la dernière question rituelle que je pose à toutes mes invitées pour conclure les interviews, est-ce que vous avez des modèles dans la vie ? Ouais, alors moi j'en ai un très très grand. Alors c'est un peu, enfin il est tellement grand que c'est un peu idiot, mais c'est vrai que Gandhi pour moi est quelqu'un qui a su prendre une situation catastrophique, l'Inde dans l'état dans lequel elle était, et il fallait mettre les Anglais en dehors de l'Inde, ou en tout cas trouver un autre contrat avec les Anglais que le contrat de domination, et il a fait tout ça sans violence, sans aussi peu que pas, et il a transformé son pays. Et moi je pense que là on est dans une énorme situation de crise, que c'est pas bien ce qu'on fait, mais qu'on peut changer les choses sans être violent, juste en faisant prendre conscience, en vous parlant aujourd'hui, en témoignant, en disant tiens, en fait, si ça marche, on peut fabriquer en France, les gars, regardez, après. On le fait. On le fait, on prouve qu'on le fait, on y va doucement, on n'a pas besoin d'aller vite. Faut quand même avoir des petits plans, parce que une industrie, c'est un truc qui se construit sur 20-30 ans. Hein. Je serai à la retraite avant que mes usines aient terminé d'être construites. Mais voilà, on y va doucement, mais on y va avec une grande conviction, avec une grande conviction. Ouais, et puis on lâche rien. C'est bien. C'est un beau modèle. Merci infiniment d'avoir partagé tout ça avec nous. Merci beaucoup. Merci à Karine d'avoir participé à cet épisode de Nouveaux Modèles, et merci à Thomas Langlin, notre ingénieur du son. Si vous aimez l'émission, dites-le moi avec des mots doux et des étoiles sur vos applications préférées, et parlez-en autour de vous. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Pour ne louper aucun épisode, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux @nouveaumodèle.podcast. Je vous dis à très bientôt pour rencontrer un nouveau modèle.